Alors, quelques mots en préambule sur le silence, quelques considérations qui ne vous empêchent pas de m'interrompre. Puis moi, de toute façon, je vais commencer par vous poser des questions. Première remarque sur le silence, c'est que c'est une notion tout à fait ambivalente. Ambivalente, c'est qu'il comporte deux pôles opposés, voire diamétralement opposés, deux polarités, si vous voulez, contraires. Pourquoi ça? Parce que le silence, c'est une réalité relative. Il n'y a pas de silence qui existe dans l'absolu. Le silence, c'est une notion, c'est un fait, c'est une situation, c'est un état, pourrait-on dire, un état sonore ou non sonore, qui n'a de sens que pour quelqu'un qui peut entendre. Il n'y a pas de silence indépendamment d'un être qui peut entendre ou qui peut écouter. Et ce silence, il est d'autant plus intense, il est redoublé. Laurence, laissez-la, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous, l'atelier est pour vous, voilà, je reprendrai à la fin. Et ce silence, il est... c'est pas grave, je ramasserai, hein, pas de souci, il n'y a pas de problème. Et ce silence, il est d'autant plus intense qu'il concerne un être qui non seulement peut entendre, écouter, mais aussi parler, et donc se taire, faire silence. Ça, c'est la première remarque. Mais c'est une ambivalence, pourquoi? Parce que même si le silence a une réalité relative, on peut rêver d'un silence absolu, on peut rêver d'un caisson d'isolement, d'un état, d'un milieu qui n'aurait aucune onde, aucune vibration, aucune fréquence. Donc ça, c'est la première ambivalence, une réalité qui est relative, un être qui peut entendre, écouter, peut-être parler et se taire, et puis l'idée que peut-être un silence absolu serait possible, un caisson d'isolement, etc. La deuxième considération, c'est que le silence, quand on le définit, souvent on a tendance à le définir comme un non-être, une non-existence, un néant, une nullité ou un néant de bruit, de son, de vibration, de fréquence, d'ondulation. Donc il tend vers le non-être, il tend à n'être pas. Quand on le définit souvent par l'absence, finalement. Mais en même temps, peut-être que le silence, c'est la condition d'existence du son, de la musique, etc. Puisque le silence, c'est le fond ou l'arrière-fond dans lequel se déploient les ondes, les fréquences, les vibrations, les paroles et la musique. Donc ça, c'est la deuxième ambivalence. Quelque chose, le silence, qui est défini souvent comme un non-être, comme une absence, comme une privation, comme une négation, mais en même temps peut-être une réalité qui est la condition de l'existence, qui est le fond, l'arrière-fond, si vous voulez, qui conditionne l'existence du son, de la musique, des paroles, etc. Il y a une troisième ambivalence, et là je vais commencer par vous poser des questions, c'est que le silence, je l'ai dit, est souvent défini par une absence, absence de son, absence de musique, absence de paroles, etc. Absence d'ondes. Mais est-ce que le silence, c'est pas une autre présence? Ou une autre façon d'être présent? Est-ce que le silence, oui d'accord, c'est une absence, ok d'accord. Il y a silence quand il n'y a pas de bruit, de son, etc. Mais est-ce que le silence n'est pas une présence d'une autre nature? C'est une question que je vous pose. Si vous pouvez dire vos prénoms, ce qui nous permettra à tout le monde de vous... Oui. Une présence de soi-même. Quel est votre prénom? Sandra. Une présence de soi-même. Une présence à soi-même. Ouais, à soi-même. De soi-même à soi-même. Non, c'est vrai que c'est dur d'être présent à soi-même quand on est dans le bruit, dans le son, l'agitation. Et peut-être que le silence, c'est une façon d'être présent à soi-même. Oui, oui. Ok, oui, tout à fait. Et Béatrice, oui. façon d'écouter l'autre, en fait, on fait silence en l'autre. Oui, c'est de lui laisser, comment dire, une place, c'est-à-dire de ne pas le submerger avec notre propre parole, etc. Et alors, alors ça peut être un silence mutique, du mépris, du refus, j'y viendrai, on peut se murer dans le silence, s'enfermer dans le silence, mais ça peut être le silence d'une écoute. Et dans ce cas-là, on fait la place à l'autre et d'une certaine façon, on le laisse exister. On le reconnaît aussi comme digne d'être écouté. C'est-à-dire que sa parole compte pour nous. Parce que sinon, vous le laissez parler et donner le sentiment, d'une certaine façon, de ne pas l'écouter. Donc c'est une forme de reconnaissance. Donc présence à soi-même, présence à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres considérations? Sylvie, Oui. c'est une façon d'être écouté aussi. C'est une façon d'être... Tout le monde attend que je parle. Oui, je le fais. Je fais silence. Oui, c'est vrai que
Le silence, je vais y venir, est à la fois quelque chose d'incorporel, c'est pas tangible, mais qui n'est pas immatériel et qui a un poids et qui fait peser la parole. Et effectivement, le silence, il donne une solennité, en fait, à la parole. C'est vrai que si vous parlez tout le temps, bon, je sais pas, les gens qui vous aiment beaucoup vont vous écouter de temps à autre, peut-être, hein, mais peut-être pas en flot continu. Donc, effectivement, c'est une façon aussi de se faire entendre que de précéder un discours, ou en tout cas de le scander par certains silences. Hein. Ça renvoie au thème du silence éloquent. Peut-être que parfois le silence est plus éloquent que la parole. Oui, madame ? Ça peut être aussi Votre prénom ? Geneviève. Ok. Une valeur de soumission. À une valeur de soumission. Que moi je me soumets à l'autre ou... Qui se tait Ah oui. parce qu'elle est soumise. Oui, ça renvoie à la question du rapport entre le silence et le pouvoir. Il y a une expression en français, réduire au silence. Où on n'a pas le droit à la parole. On n'a pas le droit à la parole. Alors, ça me fait penser, je n'avais pas prévu d'en parler, mais alors est-ce qu'il enseigne toujours à l'université ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes étudiant ou pas encore étudiant, voilà, non. Il y a un anthropologue qui enseigne peut-être encore à l'université, qui est Charlie Louz, I2LOUZ, qui a écrit un livre qui s'appelle « La parole ou la vie » et qui a étudié l'île de Maré. Et l'île de Maré, je ne sais plus exactement où elle se situe, je crois que c'est en Océanie, à vérifier. Et dans l'île de Maré, il y a une structure sociale qui fonctionne sur le droit d'aînesse et sur le primat des aînés sur les cadets. Et la hiérarchie sociale est marquée par le fait que les cadets doivent faire silence devant les aînés. Et lui raconte des choses assez drôles, c'est que comme il a enseigné dans le primaire et qu'il interrogeait des élèves, dans la classe de qui y avait l'aîné, il n'osait pas parler. C'était pas à eux de parler en premier. Donc il y a une préséance, c'est le thème de la préséance. Ou c'est le thème du bâton de parole. Qui détient le pouvoir de parler. Hein. Ça, je reviendrai peut-être si j'ai l'occasion de le dire, parce qu'il y a d'autres considérations, une considération d'un anthropologue célèbre qui est décédé maintenant depuis longtemps, qui s'appelle Pierre Clastres. Et Pierre Clastres, dans un livre qui s'appelle « La société contre l'État », décrit les sociétés d'Amérique du Sud, sociétés amérindiennes. Et dans ces sociétés d'Amérique du Sud, il dit qu'il y a quelque chose qui est à la fois conforme à nos sociétés occidentales, pourrait-on dire, ou aux sociétés qu'il appelle divisées, les sociétés où existe un État, parce que dans ces sociétés-là, il n'existe pas d'État, il n'existe pas de pouvoir politique, il n'existe pas de dirigeant. La société, elle est holiste, si vous voulez, elle est totale, elle est entière, elle n'a pas de division de classe sociale. Il n'y a pas de La seule division du travail qui existe, c'est la division entre les sexes. Pour des questions fonctionnelles, les hommes vont chasser, les femmes s'occupent du foyer, de certains types de cueillettes, etc. Mais il n'y a pas de division de classe sociale, puisqu'il n'y a pas comment dirais-je, les classes sociales, elles naissent de la division du travail. Donc, comme il n'y a pas de division du travail, il n'y a pas de classe sociale, et donc il n'y a pas d'institution qu'est la politique pour gérer la division des classes sociales et instaurer ce qu'on appelle la loi. Donc c'est plutôt un droit coutumier, un ensemble d'us et coutumes. Et Pierre Clastres note qu'il y a un monopole de la parole par le pouvoir. C'est celui qui a le pouvoir qui parle. D'abord parce que le pouvoir a besoin de la parole pour commander, se faire obéir, et aussi parce qu'il faut avoir un droit à la parole publique, hein, je ne parle pas en privé, pour prendre la parole et pour parler au nom du groupe. Mais ce que dit Pierre Clastres, c'est que dans les sociétés amérindiennes, certes, c'est le chef qui parle. Il a le monopole de la parole publique. Mais là où dans les sociétés divisées, les sociétés à État, à direction, etc., voilà, c'est un droit de parler. Dans les sociétés amérindiennes, c'est un devoir de parler au nom du groupe. Et ce que dit Pierre Clastres, c'est qu'en réalité, le chef est rendu impuissant. Parce que ce n'est pas lui qui prend la parole, c'est lui qui doit la parole au groupe. Et donc, il se doit de parler. Et même le groupe souvent feint de l'ignorer, de ne pas l'écouter. Ça veut dire qu'il est l'instrument du groupe. Il est au service du groupe. Et il ne peut pas commander. Il ne peut pas prendre la parole pour donner un ordre. Il a une parole coutumière, répétitive, une parole qui ressasse les traditions et qui n'a pas de pouvoir sur les individus. Mais justement, il est tenu de parler parce qu'il est tenu par la parole. Et donc, ce qui normalement est le fétiche du pouvoir, la parole, qui donne le pouvoir de commander, est en même temps le signe de son impuissance.
Donc c'est les sociétés qui ont résolu la question du pouvoir en créant un poste fétiche de pouvoir pour rendre le chef impuissant. Il y a juste ce qui nous ferait beaucoup réfléchir sur nos sociétés, qui n'ont peut-être pas résolu la question du pouvoir, avec des dirigeants qui sont très diserts, qui parlent longtemps, pour dire parfois peu de choses peut-être, je ne sais pas, peu de choses importantes, on regarde l'heure, on se dit c'est pas possible, quand tombe une annonce qui soit intéressante. Bon. Donc ça nous ferait beaucoup réfléchir. Donc ça c'est les considérations de Pierre Clastres. Qui nous emmènerait très loin parce que c'est la question du pouvoir et de l'impuissance. Il y a juste un cas de figure où le chef a le pouvoir de commander, c'est la guerre. Mais quand le chef ne convainc pas le groupe de la pertinence de la guerre qu'il veut faire par ses paroles, le groupe l'écoute en silence. Et quand il ne convainc pas le groupe, il va faire la guerre tout seul. Donc il va mourir. Vous pouvez penser, il va faire la guerre tout seul. Ce n'est pas les autres qui la font pour lui. Et il y a un célèbre cas que raconte Pierre Clastres, qui est le cas du guerrier Fusiwe, qui était le mari d'une femme qui s'appelle Hélène Valera, qui a écrit un livre parce qu'elle a été capturée par les Indiens. Elle avait été mariée, elle a eu 2 maris, je crois, indiens, et elle a raconté son histoire, Hélène Valera. Et Fusiwe, donc, il veut convaincre le peuple d'une guerre, puisque c'est ce qui renforce sa position de pouvoir et de commandement. Il va la faire tout seul et puis il meurt, comme il se doit. Donc ça, c'est la question du pouvoir, de fait de réduire au silence, etc. Donc ça, c'était la troisième ambivalence. Le silence, c'est une absence, mais c'est peut-être la présence à soi-même, la présence de l'autre, etc. Et puis, vous n'y pensez peut-être pas, parce que notre société est peut-être beaucoup axée sur le sacré, mais c'est la présence de Dieu, aussi le silence. On parle d'un silence de cathédrale, on parle du silence de la cellule monastique, le vœu de silence, qui est comparable au vœu de chasteté, où on fait exister à la fois la parole de Dieu qu'on écoute, qui est lue de façon rituelle lors des repas au réfectoire, et puis on a fait vœu de silence parce qu'on est dans la méditation, on est dans la prière, le langage intériorisé, qui n'est pas un silence complet, parce que c'est du langage intériorisé, mais qui est un mutisme, d'une certaine façon. Il y a une quatrième ambivalence. Oui. Votre prénom ? Françoise. Françoise. C'est peut-être le silence réconfortant, c'est-à-dire quand l'un ou l'autre nous parle et qu'on apporte du réconfort comme ça, donc il est en harmonie avec l'autre sans besoin de... Ah oui, on se comprend sans avoir besoin de parler. Et puis aussi quelqu'un qui par exemple est malade, il n'y a rien à dire si ce n'est d'être présent pour lui sans parler ni l'un ni l'autre. Oui, il y a peut-être une vanité aussi de la parole dans certains cas. Oui, alors si on se comprend sans dire un mot, alors là, vous faites rêver tous les couples. Là, c'est la télépathie, c'est la fusion des consciences. Là, voilà, tout fonctionne, tout roule. Ah, tu as fait les courses, je ne te l'ai même pas demandé. Les courses sont là, les enfants sont couchés. Parfait. Pardon ? Ça peut être avec un ami. Ça peut être avec un ami, oui, tout à fait. Bien sûr, ça peut être fusionnel avec un ami, bien sûr. Donc, mais ce que vous me dites, ça me fait penser, quand on se comprend en silence, il y a un célèbre poème, qui est un poème d'Alfred de Vigny, que vous connaissez sans doute, au moins pour le titre, et qui est La mort du loup. La mort du loup, je vous raconte, alors je le résume, c'est un long poème. Il va chasser, il va tuer, ils vont tomber, c'est l'hallali, vous savez, on accule un animal. Et il y a un loup avec la louve et les louveteaux, et la louve et les louveteaux partent, et le loup fait face aux hommes pour les protéger, de façon sacrificielle, et donc ils vont le tuer. Et au moment où il va mourir, il regarde dans les yeux, sans rien dire, celui qui est en train de le tuer ou qui participe à la chasse. Et alors Vigny, il a des phrases qui peuvent paraître un peu lyriques, à peu près textuellement, mais vous irez vérifier. Je crois qu'il dit à peu près la chose suivante. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que nous sommes à plaindre, débiles que nous sommes, c'est à peu près ce qu'il dit. Comment on doit quitter la terre et tous ces mots, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. Puis vient la citation la plus célèbre. Quand on voit ce qu'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Donc il fait face à l'animal, il le tue, et il se dit, moi face à la mort, comme ça, quelqu'un qui viendrait me tuer comme ça, je n'aurais pas la même dignité, je ne pourrais pas faire face, et il a un mouvement de recul face à l'animal, devant son stoïcisme et devant son silence.
qui en fait est éloquent, puisqu'il le regarde, et donc il se sent saisi. Donc la citation plus petite, c'est vraiment « avoir ce qu'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse ». Parce que l'homme est plus plaintif peut-être, c'est sûr. Voilà. Alors, j'aimerais souligner quand même une quatrième ambivalence, c'est que le silence, il semble prendre sa valeur de ce qu'il n'est pas. Parce que c'est vrai que, le silence est un refuge. Je ne sais pas si c'est peut-être vous qui l'avez dit tout à l'heure, ou je ne sais plus, non ? Je trahis peut-être votre pensée. Mais ça nous permet, c'est un havre de paix, ça nous permet d'échapper au bruit, à l'agitation, etc. Donc il prend sa valeur par rapport à autre chose, par négation. Mais c'est aussi lui qui donne sa valeur, on le disait, à une parole qui peut résonner, à une musique, à un son, à une note qui peut résonner. Parce que si on était dans un flot continu de paroles, de sons, de musique, on serait dans un état de saturation où plus rien n'aurait du relief finalement. Donc on est toujours dans cette ambivalence. Puis il y a une cinquième ambivalence, vous allez me dire, il y a combien d'ambivalences ? C'est la cinquième, c'est la dernière. Voilà. Mais qui est une question que je vous pose, c'est que, oui, d'accord, le silence, c'est ce refuge, ce havre de paix, cette retraite intérieure, etc. Mais est-ce que le silence n'est pas un enfermement ? Parce que le silence, c'est pas simplement une absence de son, c'est aussi un mutisme. Et je redis les expressions que j'ai employées tout à l'heure, se murer dans le silence, s'enfermer dans le silence. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous ? Ces expressions qui renvoient à la claustration, la fermeture, l'enfermement, l'emprisonnement. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou est-ce que vous dites non, mais finalement le silence c'est pas ça ? Geneviève ? Voilà. Si, moi je trouve que dans ce que vous dites là, le silence c'est l'angoisse. Il y a une telle angoisse intérieure qu'il n'est plus possible de parler. Oui. C'est le mutisme pour moi il représente ça. Alors le paradoxe, je sais qu'il y a certaines thérapeutes dans la salle, c'est que le silence n'empêche pas les symptômes. Donc le corps parle parfois quand nous voulons taire une souffrance, mais le silence c'est aussi l'angoisse au sens... Alors angustia en latin ça veut dire ce qui se resserre, l'étroitesse. Quand on a la gorge resserrée, quand quelque chose de notre vie se restreint au point de nous oppresser. Effectivement, on peut avoir la gorge coupée et ne pas pouvoir parler. Et est-ce que du coup le silence aussi, est-ce qu'on englobe dans le silence l'absence de réaction physique, parce qu'on peut ne pas parler, mais parler par ses yeux, ses gestes. Oui, tout à fait. On peut être. Oui, c'est ce que je parlais aussi. Oui, tout à fait. Il y a tout un ensemble de communications qui ne sont pas les mots, effectivement, qui sont des communications silencieuses, puisqu'elles ne passent pas par un son, un bruit, etc. Mais ça peut être un regard, ça peut être une expression, ça peut être un geste évidemment, ça peut être une attitude qui trahit quelque chose aussi, même si on n'a pas dit forcément la chose. Donc oui, tout à fait, il y a cette idée. Mais en tout cas, vous voyez, il y a à la fois le silence. Vous vouliez dire quelque chose ? Pour moi, le silence, c'est plus la ressource de l'apaisement. Oui. Le fait de recharger les batteries. Voilà, c'est plus ça, le silence. On a besoin de silence pour se retrouver, pour repartir. Le repos, pardon ? Le repos, l'apaisement, Julien, excuse-moi. Julien, oui. On dit le silence d'or. Oui, tout à fait. Alors, puisqu'on est entre nous, moi aussi, j'aime bien. Ouais, pour moi aussi, le silence, ça permet de poser les choses. Alors, je connais des gens qui vivent dans du bruit. Ils rentrent chez eux, il y a toujours du bruit. Ils arrivent à fonctionner, je ne sais pas comment ils font, c'est respect, parce que c'est pas, pour moi, c'est effectivement le silence qui est une façon de se retrouver. Mais il faut bien voir aussi qu'il y a cette ambivalence qui est que quand on s'enferme dans le silence, ou quand on se mure dans le silence par souffrance, par angoisse, d'abord le corps va parler malgré nous peut-être, et puis aussi on est le prisonnier de sa propre geôle, puisque c'est nous qui sommes mutiques, alors par refus de parler peut-être, refus de communication, par mesure de rétorsion face à quelqu'un qu'on veut mettre à l'amende sans doute, mais aussi on est la propre victime. On se prive des ressources de la parole. Donc je le disais, le silence c'est quelque chose d'incorporel, d'intangible, et en même temps il a un poids le silence. On l'a dit, une pesanteur, une épaisseur, il peut être oppressant le silence. Oui, mademoiselle. Votre prénom ? Enora. Ok. Peut-être que le silence, il est aussi pesant parce qu'il peut nous rappeler la mort.
On dit par exemple un silence de mort. Un silence de mort. Oui, oui, c'est vrai. Alors, quand il y a un silence de mort, c'est vrai que, vous savez, c'est dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, quand il y a un très grand immeuble, on ne sait pas quoi dire, voilà, bon. Il peut y avoir un silence plus ou moins pesant. Mais alors, le silence et la mort, c'est un vaste thème parce que il y a une célèbre, enfin, il y a plein de pièces qui en parlent. Il y a la célèbre pièce de Shakespeare, Hamlet. Hamlet, au moment de mourir, c'est l'acte 5, scène 2. Il va mourir et il désigne son successeur presque. Il dit Fortinbras et il dit une chose. C'est les 3 derniers vers d'Hamlet, parce que la pièce se poursuit après lui. Et il dit He has my dying voice, c'est-à-dire il a mon vote, et il a ma voix expirante. Et il termine, il y a encore deux vers, et son dernier vers, au moment de mourir, avant justement de faire silence, il dit justement « All the rest is silence ». Tout ce qui reste, c'est le silence. Donc, quand il va vers la mort, il l'affronte comme étant le silence. C'est un peu préfiguré par l'acte 5, scène 1, parce que, je ne sais pas si vous connaissez la pièce, il se balade dans la lande, et il y a des bêcheurs, il y a des personnes qui creusent la terre, et il tombe sur un crâne, il le sortent, et il prend le crâne, il sent que sa mort est proche d'une certaine façon, il a une prémonition, et il prend le crâne, et il regarde le crâne, et il le touche, et il commence à rire du crâne, il dit « mais toi tu parlais autrefois, et maintenant tu es silencieux, peut-être que tu étais un courtisan d'Isère. » Et puis, par les remarques des paysans, il comprend que c'était son ancien ami Yorick, qu'il a connu quand il était enfant, qui le portait sur ses épaules, il se souvient des éclats de rire, et il touche la partie du crâne qui était ses lèvres et qui ont disparu.